Et si l'intérêt de la lutte contre le réchauffement climatique n'était pas seulement écologique, mais aussi économique? C'est la thèse développée par Roger Guenry dans son livre « Deux économistes face aux enjeux climatiques », coécrit avec le Britannique Nicolas Stern. Au fil de leur conversation, les deux auteurs défendent la nécessité des politiques climatiques. Bien sûr pour leurs effets directs sur les émissions, mais aussi et surtout pour stimuler le marché, déclencher des innovations qui aboutiraient à une nouvelle révolution industrielle sobre en carbone. Roger Guenry est président du conseil d'administration de l'École d'économie de Paris, directeur d'études à l'EHESS et professeur au Collège de France. Roger Guenry. L'ouvrage qui est à l'arrière-plan de mon intervention, Deux économistes face aux enjeux climatiques, est d'abord issu de conversations à bâton rompu avec Nicolas Stern lors de sa visite au Collège de France en 2010. Conversation mise en forme et revue avant d'être publiée il y a quelques semaines aux éditions Le Pommier. Premier problème que nous abordons, la nature et la réalité du risque climatique. Quel serait par exemple l'effet sur le climat d'un doublement, par rapport à son niveau pré-industriel, de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère en 2100. La physique de base est connue depuis longtemps. La principale difficulté du pronostic, nous disent les climatologues, tient à ce qu'on appelle les rétroactions. L'effet direct sur lequel tout le monde s'accorde est en effet perturbé. D'abord, parce que le réchauffement initial modifie la teneur en vapeur d'eau de l'atmosphère, laquelle vapeur d'eau est un gaz à effet de serre. Ensuite, parce que l'énergie réfléchie sur les surfaces glaciaires, ce qu'on appelle l'effet albédo, est affectée par leur fonte. Pas de formule miracle. L'évaluation de ces rétroactions passe par la mise au point de modèles climatiques de grande taille qui simulent les évolutions sur plusieurs siècles. Les résultats sont dispersés, par exemple, pour un scénario dit au fil de l'eau, c'est-à-dire une politique climatique minimale, l'accroissement de la température moyenne sur la planète a une chance sur deux de dépasser les 5 degrés, avec une fourchette allant de 3 degrés à 7 degrés. Cela peut paraître peu, mais c'est en réalité considérable. Pour s'en convaincre, il faut se souvenir que dans une situation symétrique, il y a plus de 10 000 ans, après la dernière glaciation, la température moyenne sur la Terre était de 5 degrés inférieure, cette fois, à son niveau actuel. L'Europe était alors couverte de glace. Il y a donc, comme je viens de le dire, une vraie incertitude scientifique sur les formes et l'intensité du réchauffement climatique. Faudrait-il attendre d'en savoir plus pour agir? Il nous paraît au contraire que l'ampleur des risques extrêmes et l'irréversibilité qui les accompagne plaident pour une action résolue et rapide. Juste une image pour illustrer l'argument. Imaginons que vous soyez en voiture, dans la descente d'un col, et que l'on vous avertisse de la présence d'une plaque de verglas dangereuse dans un des virages. Vous ralentissez beaucoup. Imaginons maintenant que l'on vous dise que cette plaque de verglas était là hier, mais qu'il y a une chance qu'avec le redoux, elle soit moins dangereuse. Vous n'en serez pas moins vigilant pour autant. L'argumentaire pour l'action est évidemment étayé par le calcul économique au sens large. Le rapport Stern, qui a eu un écho mondial, mettait l'accent sur les coûts et dommages marchands. Effet sur les récoltes, sur la fréquence des inondations et des événements extrêmes, sur la montée du niveau des eaux. D'autres coûts sont beaucoup plus difficiles à quantifier, mais pas moins importants. Les souffrances des réfugiés climatiques et éventuellement de ceux qui les accueillent. Et bien sûr, le problème a une dimension éthique. Pourquoi agir si vous vous moquez de ce qui va se passer sur cette planète après 2035 ? Vous connaissez peut-être la boutade de Groucho Marx. Pourquoi me soucier des générations futures? Ont-elles jamais fait quelque chose pour moi? Elle a une version économiste sérieuse. Pourquoi se sacrifier pour des générations futures?
qui seront nettement plus riches que nous? La réponse est que même dans ce cas, qui n'est pas certain, le meilleur cadeau, de loin celui qui a le meilleur rapport qualité-prix, que nous puissions leur faire, ce dont elles nous seront vraisemblablement très reconnaissantes, même si ce n'est pas certain, c'est de leur laisser une planète en bon état. Comment réduire les émissions des gaz à effet de serre? Comme pour les autres pollutions, il y a en amont 3 manières de procéder. Convaincre, mais souvent ça ne va pas très loin. Interdire, on est alors dans le domaine de la réglementation, qui a un rôle à jouer. Faire payer, c'est le champ de ce qu'on appelle les instruments économiques. À nouveau, il y a plusieurs manières de faire payer une pollution. La taxe, en l'occurrence une taxe carbone. La mise en place d'un marché qui rend l'émission conditionnelle à la détention d'un permis. Dans les deux cas, émerge un prix, en l'occurrence le prix du carbone, dont la valeur est un déterminant essentiel des décisions. Pour les économistes, donc, taxes ou marchés sont des instruments potentiellement substituables. Le grand public, les politiques, les juristes ont la plupart du temps des opinions différentes. Par exemple, le marché européen, le schéma communautaire d'échange des quotas d'émissions, doit son existence au fait qu'à la différence d'une taxe nouvelle dont la création requiert l'unanimité, sa création peut être obtenue à la majorité des pays impliqués. Étrange disposition, mais dispositif utile, puisqu'il couvre à peu près la moitié des émissions de gaz carbonique dans l'atmosphère, dans l'espace concerné. Je ne veux pas dire que dans le contexte de la politique climatique, taxes et marchés sont interchangeables. Le livre confronte nos arguments sur le mix souhaitable. Le marché permet le contrôle du volume d'émissions. La taxe est un instrument efficace de transfert d'une partie de la rente des détenteurs de ressources fossiles vers les pays actifs dans la lutte climatique. Bien entendu, la politique climatique a un autre volet essentiel, le soutien à l'innovation. Il s'agit rien moins que de favoriser une nouvelle révolution industrielle, celle qui nous amènera à une croissance sobre en carbone, dont nous soulignons les difficultés, mais aussi les immenses promesses. Notons d'abord qu'une politique climatique doit éviter ce qu'on appelle le paradoxe vert. Globalement mal conçue, elle pourrait accélérer plutôt que ralentir l'extraction des combustibles fossiles. Le protocole de Kyoto était une tentative ambitieuse, mais à ce jour avortée. Il instaurait un marché international de permis d'émission. Mais pour qu'il permette de contrôler les émissions mondiales, il aurait fallu y inclure les pays en développement. Le pouvait-on? Idéalement, on aurait dû leur donner des quotas très généreux, qui les auraient mis en situation de vendeurs sur le marché et donc de gagnants de la politique. Mais la solution n'aurait sans doute pas désarmé leur méfiance. Une méfiance qui n'est pas sans rappeler celle des entreprises soviétiques vis-à-vis des bonus avec objectifs révisables. On retrouve ici le fameux effet de cliquet. Que faire alors pour engager les pays en développement dans la politique climatique? Les convaincre des mérites d'une croissance sobre en carbone? Concilier autant que faire se peut lutte contre la pauvreté et développement durable? Essayer, nous en discutons dans le livre, de se mettre d'accord sur des objectifs d'émissions à long terme avec des perspectives équitables de partage du fardeau. À court terme, c'est le temps des engagements informels plutôt que formels, des petits ruisseaux dont on peut espérer qu'ils feront des grandes rivières.
Qu'on ne s'y trompe pas, ces petits pas ne sont pas négligeables. La Chine, qui décide dans son 12e plan quinquennal d'un effort considérable pour les énergies décarbonées, photovoltaïques, l'éolien, le nucléaire, fait plus que le Canada, qui s'est retiré du protocole de Kyoto dont il était signataire. La pression et la menace seraient en l'occurrence contre-productives. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut renoncer à un accord international ambitieux et que quand le temps viendra, il ne faille envisager, pour convaincre les plus réticents de mettre en place des ajustements aux frontières liant commerce et effort environnemental.